en fait, collectivement, on est inconscient. Tu sais, on cherche à parler de la conscience écologique, on cherche à parler de ça, mais en réalité, s'il y a une psyché collective, ce que je pense qu'il y a une espèce d'esprit collectif, mais c'est un esprit qui est inconscient, qui est pas capable de se voir aller, de se réfléchir et donc pas capable de méditer, pas capable de se transformer, donc soumis à ses peurs, puis à ses pulsions, puis tout ça. Fait que je suis assez pessimiste par rapport à ça, mais c'est que le deuil écologique, tout le chagrin, puis toute la peur est refoulé présentement. Il y a des activistes qui crient dans le désert, qui hurlent, tu sais, puis les gens entendent, mais comme dans un brouillard, tu sais, puis c'est pas suffisant pour emmener à une action collective. Donc, le deuil, il est loin d'être fait, à mon avis, collectivement. Notre épisode du Balado Conscience avec Daniel Boutet, que je connais depuis longtemps, qui a été quelqu'un qui m'a beaucoup influencé ma pensée quand j'étais au Conseil des arts. Alors, bienvenue, Daniel. Bonjour, Claude. Alors, je vais te demander de te présenter, mais je vais raconter un petit peu quelques-uns des échanges qu'on a eus au cours des années, parce que en 96, ça fait un bout de temps, tu avais écrit un papier important sur l'interdisciplinarité au Conseil des arts du Canada, donc avant que j'arrive en 99. Puis je t'avais invité en 99 à un comité consultatif, puis on avait beaucoup débattu une notion de définition, puis c'est quoi l'interdisciplinarité. Puis c'est intéressant maintenant, en 2021, qu'on ne parle plus de ça. Non, c'est vrai. Pas de la même façon, du moins. On a les silos, il y a eu comme une transformation dans le milieu artistique, une ouverture, ce qui est souhaitable. Alors, je pense que c'est important le travail que tu as fait, un travail intellectuel de réfléchir aux enjeux au cours des années. Puis ça a été important pour moi. Donc, je voulais te remercier. Merci de m'avoir invité dans tes réflexions au Conseil des arts. Ça a été une très belle expérience pour moi. Je voulais que tu te présentes, qui tu es, quelle est ta formation, qu'est-ce que tu fais maintenant, etc. Oui, ben moi, je suis évidemment très ancrée dans la création, dans les arts. J'ai un parcours en arts, puis j'ai aussi un parcours universitaire. En fait, je pense que la meilleure façon de me situer, ce serait de dire que je suis comme une artiste universitaire. Ou une universitaire artiste, mais c'est vraiment deux parties très importantes pour moi qui sont en synergie, en fait, en quelque sorte. Alors, tu as mentionné mon intérêt pour l'interdisciplinarité. C'était un intérêt qui n'était pas seulement théorique. Moi, j'ai commencé en faisant un bac spécialisé en musique. Puis, un peu plus tard, je me suis intéressée justement à la théorie de l'interdisciplinarité. Puis, ensuite, comme si j'allais appliquer ma propre théorie sur moi-même, j'ai fait un Master of Fine Arts en Visual Arts, en Open Media. Et ensuite de ça, finalement, j'ai fait un PhD, un doctorat en recherche-création. Donc, je me suis vraiment comme déplacée là, sur le continuum des disciplines et des formes d'art. Après, comme universitaire, je pense que j'ai envie de nommer le fait que j'ai un parcours vraiment alternatif. J'ai été essentiellement dans deux institutions, un collège aux États-Unis, puis un collège de liberal arts aux États-Unis, puis l'Université du Québec à Rimouski où je suis présentement. Puis le collège aux États-Unis, c'est un collège qui appartenait à la grande tradition de progressive education, qui est donc une idée de l'enseignement où on n'enseigne pas des matières, on aide les étudiants à apprendre, on apprend avec eux comment apprendre. Et c'est très individualisé, c'est très finalement aller chercher qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi les ressources à l'intérieur de la personne pour développer sa compréhension du monde, puis son côté intellectuel. Donc, c'est toute c'est lié à l'origine avec les pensées de John Dewey et d'autres sur l'éducation pour la démocratie. Donc, moi, j'ai été vraiment formée dans cette pensée-là. Puis quand je suis arrivée ici à l'UQAR, on avait un programme je me suis joint à un programme qui, en fait, épouse assez, sans avoir le nom, le même genre de valeurs, où on est encore une fois très individualisé, puis on aide les étudiants là, on est au 2e cycle, alors on aide les étudiants à développer la réflexivité. C'est des programmes en études des pratiques.
Et donc, pas étude des pratiques style praxéologie où on étudie les meilleures façons de faire quelque chose. On n'est pas dans développer les bonnes pratiques, le best practices, ou rien de ça. On est dans aider la personne à développer une pratique qui est réflexive. Et donc, m'ont faire monter à la conscience finalement les différents enjeux dans son action. Puis, ça se fait, tu sais, cette idée-là de la réflexivité, ben c'est quelque chose qui a parcouru finalement toute ma vie là. J'ai toujours, puis justement, c'est ce qui unit le côté artiste puis le côté universitaire, au sens où universitaire, ça fait de moi une artiste réflexive, c'est-à-dire qui réfléchit beaucoup à qu'est-ce qui se passe dans ma pratique, puis où est-ce que je peux emmener ça, puis qui je suis, bon, voilà. Donc, moi, j'ai toujours eu beaucoup besoin de comprendre, alors ça s'est installé dans mon parcours de cette manière. Et peut-être que je rajouterais aussi que j'ai une grande aspiration spirituelle, éternellement insatisfaite, mais toujours en chemin. Ben, je voulais aussi mentionner que toi et d'autres ont organisé un colloque qui devait avoir lieu au mois de mai 2020 qui s'appelait Trésor de l'œuvrement, la pratique artistique comme mode de vie et manière de réfléchir le monde. Puis moi, j'étais un de ceux qui avait été choisi. Puis je voulais que ça soit une façon de quitter le conseil, de relancer pas ma carrière, mais ma vie artistique. Mais j'ai écrit quand même un texte là-dessus. Puis je suis désolé que ça n'ait pas eu lieu parce que je trouve que la notion d'art comme vie, tu sais, c'est de vivre sa vie par l'entremise d'une pratique artistique. En fait, c'est ce que je fais, c'est ce que font beaucoup d'artistes, mais peut-être qu'ils le définissent pas comme ça, mais finalement, c'est une façon de vivre que de faire de l'art, n'est-ce pas? Oui, et nous, on a abandonné l'idée de faire ce colloque-là, mais on va en faire un autre, on va en faire un, c'est sûr. On travaille dessus pour peut-être l'année prochaine, justement. Là. Ben, bonne idée, je vais être là. Puis d'ailleurs, je pense que le côté réflexif, tu sais, l'appel qu'on a fait pour ce colloque-là, il a été très populaire. On a eu beaucoup de réponses. Puis je pense que le côté réflexif de l'art, c'est quelque chose qui caractérise l'art actuel, en fait. L'art actuellement, c'est vraiment une ligne là, tu sais, qui se développe de plus en plus. Ben, on va revenir à la notion de la réflexivité parce que c'est quelque chose qui mérite une certaine discussion. Mais on va commencer avec le sujet que je pose, la question que je pose à tous mes invités au niveau de la notion de la réalité, d'accepter la réalité. C'est quoi ta réflexion là-dessus? La définition de la réalité dans le bouddhisme. Le bouddhisme cherche à remédier à toute disparité entre la vision de la réalité d'une personne et l'état réel des choses. Et oui, tu m'avais un peu lancé cette question-là, j'y ai réfléchi beaucoup. Qu'est-ce que c'est la réalité? J'aime beaucoup cette question-là. Pour moi, la réalité, c'est quelque chose qui émerge à la jonction entre notre monde intérieur puis le monde extérieur. C'est dans la rencontre des deux que quelque chose comme la réalité, ce qu'on appelle la réalité, émerge finalement, jaillit même presque. Alors, ça implique une espèce de définition où on parlerait d'une réponse affective au monde. Puis, tu sais, un monde qui peut-être est neutre ou étranger si on le prend pas en soi, puis si on n'essaie pas d'en comprendre le sens, puis de lui donner ses noms magiques. Donc, cette réponse affective, puis l'intelligence qu'on perçoit au sens du monde, c'est tout ça pour moi qui fait la réalité. Je suis consciente que ça se rapproche en fait de l'écologie profonde, là. Où on a une réalité qui émerge en mutualité là, avec le monde. L'écrivain Sherry Mitchell. Nous devons être à l'écoute de notre capacité à voir au-delà de la réalité physique qui nous entoure
et à nous éveiller au vaste monde invisible qui existe. Ben là, tu es l'avant-dernière personne à qui je parle dans la saison 2 de mon balado, parce que j'achève, là, ça fait depuis le mois de mars que j'enregistre. C'est une quarantaine de conversations, puis chacune des réponses est différente au niveau de la question sur la réalité. Mais pour moi, c'est aussi la notion d'accepter la réalité ou non, et le déni en lien avec la réalité. Mais en quelque part, chacun a sa propre réalité, sa propre façon d'aborder le sujet. Puis c'est effectivement fascinant parce que de vivre, c'est d'avoir une certaine réalité, mais on peut avoir une pluralité de réalité, plusieurs niveaux de réalité qu'on vit en même temps. Donc c'est. Mais ça a vraiment rapport à où est-ce qu'on se place, quelle manière on. Tu sais, justement, hein, moi, en disant que la réalité, elle émerge dans la continuité entre le monde intérieur et le monde extérieur, ça lui donne beaucoup de dynamisme, je crois, puis ça fait qu'on ne peut pas l'arrêter, puis la définir, puis dire elle est ceci ou elle est cela, elle est terrible ou elle n'est pas terrible. C'est vraiment où est-ce qu'on va se placer, nous, à l'intérieur du monde, dans cette continuité-là. Puis l'autre question, c'est autour du deuil écologique, qui est un terme relativement nouveau, mais comment tu abordes ce sujet-là? Ouais, le deuil écologique, c'est pas un terme, c'est pas quelque chose qui est nouveau tellement pour moi, en fait. Dans les années 90, c'est quelque chose auquel je réfléchissais parce que j'avais lu un livre qui s'appelait, le titre c'était The Love of Nature and the End of the World. Et donc, c'était des questions avec lesquelles je m'engage depuis longtemps, là. Puis même avec le mot deuil quelque part. Tu sais, si je peux développer un peu le deuil, tu sais, le deuil écologique, il y a un côté personnel à ça. Moi, je me souviens très précisément, ça a commencé dans les années 80. À ce moment-là, on parlait pas des changements climatiques, mais on parlait des pluies acides. Puis je me souviens vraiment de la façon dont, assez soudainement, mon rapport à la pluie, j'ai toujours aimé la pluie, je suis une personne de pays tempéré, et mon rapport à la pluie, qui était finalement essentiellement un phénomène bienfaisant, s'est transformé pour devenir comme une espèce de déversement d'un composé corrosif. Ça m'a profondément atteint à quelque part. J'étais plus capable d'avoir le même rapport à la pluie. Puis là, j'angoissais quand il pleuvait. Après, bon, on a moins parlé de changement de pluies acides. Puis bon, j'ai peut-être arrêté de passer vraiment à ça. Mais ce qui est arrivé, c'est dans les années 90, c'est mon rapport à la nature au complet. C'est plus juste la pluie, là, c'est une espèce de. Moi, j'avais un rapport mystique, poétique, mystique à la nature. C'était un lieu de consolation pour moi. C'était comme la providence. La nature me protégeait. Je me sentais comme pouvoir me confier entièrement au monde naturel. Et c'était aussi je pense que c'est important. C'était aussi une source de connaissance, puis de vérité surtout. Et soudain, je me suis mis à réaliser que la nature souffrait elle aussi, qu'elle était vulnérable elle aussi, puis qu'elle avait besoin de moi, qu'elle avait besoin de nous. C'était plus juste un rapport univoque où je pouvais me confier à la nature. Je voyais que la nature avait besoin de se confier à moi. C'est devenu un autre rapport complètement à la nature, puis j'ai abandonné ma relation mystique avec la nature pour quelque chose d'autre qui était beaucoup plus inquiet, plus au niveau de la quête, de la recherche, là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Puis il s'en a suivi pas mal des années d'aliénation, puis aujourd'hui, je suis dans un rapport à la nature qui est assez local, fait que je me protège un peu, tu sais, de tout ce qui est arrivé à ce niveau-là. Puis ça, c'est le côté personnel, mais il y a un côté collectif qui est très du deuil écologique, justement. Franchement,
en pensant à qu'est-ce que ça prend pour faire un deuil, qui est de l'assumer, de le sentir, d'accueillir la perte, le chagrin. J'ai pas l'impression que collectivement on serait jamais capable de faire un deuil. En tout cas, pas tout de suite. Je dis jamais, mais disons pas maintenant. Maintenant, les gens, on n'est pas capable de réfléchir collectivement. Donc, on n'est pas capable de bouger, on n'est pas capable de se déplacer par rapport à ça. Je pensais à Joanna Macy là, qui dit le plus grand danger là, auquel on fait face, c'est l'anesthésie. Elle dit the deadening of our response. C'est l'anesthésie. C'est qu'à un moment donné, c'est trop, il y a trop de choses, puis c'est trop gros, puis on passe à d'autres choses assez facilement, ce qui nous empêche de pouvoir agir collectivement. Fait que on est collectivement, en fait, collectivement, on est inconscient. Tu sais, on cherche à parler de la conscience écologique, on cherche à parler de ça, mais en réalité, s'il y a une psyché collective, ce que je pense qu'il y a une espèce d'esprit collectif, mais c'est un esprit qui est inconscient, qui est pas capable de se voir aller, de se réfléchir, et donc pas capable de méditer, pas capable de se transformer, donc soumis à ses peurs, puis à ses pulsions, puis tout ça. Fait que je suis assez pessimiste par rapport à ça, mais c'est que le deuil écologique, tout le chagrin, puis toute la peur est refoulé présentement. Il y a des activistes qui crient dans le désert, qui hurlent, puis les gens entendent, mais comme dans un brouillard, puis c'est pas suffisant pour emmener à une action collective. Donc, le deuil, il est loin d'être fait, à mon avis, collectivement. Le professeur de philosophie Todd Dufresne. Nous sommes tous terrorisés par la réalité. Pour attirer l'attention de certaines personnes, il faut un incendie, un glissement de terrain ou un ouragan. Je crains en fait que pour attirer l'attention, il faille une mort ou une extinction de masse. Ceux qui survivent à de telles expériences auront une appréciation renouvelée de la nature, du monde extérieur et de la nécessité du collectivisme face à une extinction massive. Il y a de l'espoir dans tout cela, même si je l'admets, l'espoir est enrobé de laideur. Le professeur d'humanité environnementale Jennifer Atkinson. L'éco-anxiété et le deuil climatique sont parfois présentés comme des troubles pathologiques. Mais en fait, ce sont des sentiments qui découlent généralement d'une perception juste de la crise écologique actuelle. Il est peut-être plus approprié d'identifier l'éco-anxiété comme une émotion éthique, un signe de compassion, d'attachement à la vie et de désir de justice. Notre avenir n'est pas encore écrit. Et en embrassant l'inconnu, nous sommes mieux à même de recadrer notre pensée de manière à la rendre plus autonome. Ce travail collectif-là se fait en un petit oui. morceau
ici et là, mais Oui. on n'a pas une collectivité de collectivité où on a des efforts sporadiques ou pas juste individuels, mais qui sont pas liés les Oui. uns aux autres. Mhm. C'est un problème. Je t'avoue qu'aujourd'hui, j'étais assez découragé. On est le 24 juin. Tu sais, il y a des journées, j'ai des bonnes journées, des moins bonnes journées. Là, aujourd'hui, je trouvais ça dur. Quand j'écoute un podcast qui s'appelle Outrage and Optimism, qui parle de l'équilibre des deux, tu sais, qu'il faut être fâché quelque part, éveillé, puis en même temps, il faut être optimiste dans le sens il faut croire qu'on est capable de changer et de faire des choses. Mais quand on le sent pas, ça devient momentanément décourageant. On reprend une énergie collective, surtout quand on parle à d'autres gens qui sont actifs et on voit que toutes ces voix-là ensemble sont extrêmement puissantes. Alors, on va parler d'art dans un instant, là, mais je pense qu'il faut se laisser. Moi, quand j'ai proposé le thème du deuil, c'est parce que je le sentais dans mon corps. Et j'ai dit, mon Dieu, il faut que je comprenne mieux. J'ai parlé des experts partout. Puis je pense que j'en suis venu à une entente avec moi-même là, au niveau d'un certain deuil. Parce que je veux pas passer mon temps à faire un deuil écologique. Je veux reconnaître ce qu'on est en train de perdre et travailler pour préserver des espaces de vie pour les générations futures. On ne sait pas comment ces espaces de vie-là seront, mais c'est qu'ils ont besoin d'espaces de vie pour vivre, pour continuer l'espèce, pour ainsi dire. Alors, Daniel Boutet, parlons d'art. La notion de réflexivité, réflectif, c'est quoi ça? Comment est-ce que c'est différent d'une façon plus ou moins normale d'aborder de l'art? Ben c'est assez important en fait. C'est comme une vision que j'ai, mais que je sais partager avec beaucoup d'autres artistes. Là, mais c'est ma vision dans le sens où je l'exprime dans mes propres mots. Quand j'ai fait mon doctorat, la question que j'avais posée dans le doctorat, ça se disait comme suit: quand je crée, je sais que je pense et je sais que je sais quelque chose. Et qu'est-ce que c'est que je sais? C'est quoi la nature de cette connaissance-là? Puis là, bon, à partir de là, j'ai fait ma recherche, etc. J'ai mis une série d'œuvres en laboratoire, puis je les ai regardées. Je me suis regardée faire, en fait, en somme, pour arriver à comprendre que il y a vraiment effectivement une connaissance qui est dans le faire, qui est dans le geste, qui est dans la relation qu'on a avec la matière d'une part, puis après ça avec les gens qui sont là, le public ou tout ça, plus loin, mais qui vraiment dans cette pratique-là, il y a de la connaissance qui se produit. Et c'est une connaissance qui essentiellement et se dit pas vraiment en mots. Tu sais, elle est difficile à exprimer en quelque sorte. Elle est d'ordre émotionnel, elle est d'ordre visionnaire, elle est d'ordre... on comprend... par l'art, on comprend l'envers des choses, on comprend le dessous des choses, on comprend l'intérieur des choses. Et donc, il y a là-dedans toute une connaissance. Puis je portais l'intuition forte que cette connaissance-là, le monde en a besoin. Puis on peut pas juste dire, c'est pas assez de dire, écoute telle musique, puis tu vas voir, tu sais, ou bien regarde tel film, puis tu vas comprendre, tu sais. C'est pas suffisant. Et il faut pouvoir en discuter, il faut pouvoir le nommer, il faut pouvoir le monter à la conscience, puis à le rendre disponible dans l'échange. Et avec c'était ça un peu le sens du colloque là, des trésors de l'œuvrement, c'est-à-dire qu'est-ce qui émerge dans l'œuvrement qu'on pourrait s'échanger, discuter. Puis je crois que quand les choses viennent à la conscience puis sont traduites dans des phrases, dans des récits, dans une espèce de phénoménologie, ça peut être partagé, quoi. Et donc l'importance pour moi de la pratique réflexive, puis c'est pas que je veux que la pratique des artistes devienne réflexive, c'est que je sais que dans beaucoup de cas, pour beaucoup d'artistes, elle est déjà réflexive. Et que le problème, il n'est pas là. Le problème, il est de arriver à mettre en mots
les réalisations qu'on fait, dans les compréhensions qui viennent de cette réflexivité-là, puis pouvoir les partager. Et donc, c'est à ça que je travaille. En fait, je travaille sur l'étude des pratiques en art, mais en fait, on le fait aussi dans les sciences humaines. Là, on a un programme d'étude des pratiques psychosociales où les gens ils vont étudier leurs autres pratiques, leurs pratiques d'accompagnant, de thérapeute, bon, toutes sortes de choses finalement. Puis à partir de là, ils peuvent contribuer à la collectivité ou au groupe des savoirs qui sont très singuliers, qui sont très personnels, puis qui nous manquent présentement. Là, on est dans un monde où on essaie de généraliser, on essaie de trouver des lois générales, on fait des généralisations, des abstractions qui nous renseignent pas beaucoup là, sur ce qu'on a besoin de savoir dans ce qui est important par rapport notamment au changement climatique, où ce qu'il faut, c'est arriver à changer notre rapport à la nature, notre façon d'entrer en relation avec les autres. Et ça c'est pas la science généralisante qui va nous le dire, c'est cette espèce de science du singulier, là, et de l'expérience de chacun. Et pour moi, c'est vraiment un grand domaine d'innovation, de recherche. Et je vois que les artistes s'en vont dans cette direction-là. Tu sais, toi et moi, on observe les changements du monde dans le monde de l'art, les évolutions du monde de l'art depuis les années 90. Moi, je vois ça. Les artistes parlent de plus en plus, puis intègrent de plus en plus leur réflexion dans leur démarche, etc. Fait que c'est ça la réflexivité, c'est que parce que c'est pas juste une question de dire qu'est-ce qu'on veut faire ou qu'est-ce qu'on fait, ça prend des outils pour cette réflexivité-là, puis le développement de ces outils-là, c'est moi comme chercheur universitaire ce qui m'intéresse. On a des outils de phénoménologie, comment trouver du nouveau sur soi-même, comment réaliser tout à coup des choses qu'on n'a jamais réfléchi. Il y a des méthodes pour ça, puis avec mes collègues, on travaille là-dessus. Là. L'artiste Diego Galafasi. L'art est un espace où nous pouvons poser des questions très difficiles et explorer les choses de manière ouverte, sans s'engager à trouver des solutions. Merci. J'aimerais parler de l'art et de la crise écologique dans le sens large. On parle de ça depuis longtemps, en fait, parce que les artistes travaillent souvent sur des problématiques sociales ou environnementales. Mais comment tu vois ça maintenant? Parce qu'il y a, par exemple, Seth Klein, qui a créé un mouvement qui s'appelle le Climate Emergency Unit, qui fait un parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale, qui dit que le Canada a besoin de faire un effort de la taille de la Deuxième Guerre mondiale pour arriver à résoudre ou faire face à la problématique environnementale, surtout climatique. Mais comment tu vois ça en ce moment, le rôle de l'art vis-à-vis ces problématiques-là? Bien, je pense que l'artiste a un rôle en tant que citoyen, puis dans ce sens-là, mon rôle, c'est le même que mon voisin, puis ce qui m'est demandé en tant que citoyen. Mais en tant qu'artiste, moi, je t'avoue bien humblement que c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. C'est trop facile puis j'en entends beaucoup, des gens qui appellent les artistes à intervenir, puis des artistes aussi qui disent bon, faut faire quelque chose, etc. Puis je trouve que l'art, c'est pas un bon véhicule pour l'activisme. Je suis vraiment désolée pour tous ceux qui s'intéressent à ça. Moi, je pense que je ne vais pas choquer personne, mais parfois ça peut risquer de tomber dans la propagande ou de tomber un peu dans l'idéologie ou dans une sorte de facilité qui me désole au sens où je pense que l'art peut faire tellement plus que ça, tellement aller tellement plus profondément que ça. L'art, en fait, peut aider les humains à évoluer. T'sais. Puis c'est à ce niveau-là que moi, je pense qu'on pourrait vraiment avoir une action, mais je pense qu'on l'a toujours eu, cette action-là, puis il suffit de la relancer encore, puis encore et encore, mais, qui est une relation dans la profondeur, dans le mystère de la nature humaine, dans ces lieux d'échecs qu'on porte à l'intérieur de nous, où on voudrait tellement quelque chose, puis on est tellement incapable de cette chose-là, puis le courage nécessaire, la vision nécessaire, etc. C'est souvent l'art qui peut aider
à ce niveau-là. Puis moi, c'est ça que j'appelle, tu sais, j'appelle comme rôle des artistes d'aider dans l'ouverture du cœur. Si moi, je travaille sur quelque chose qui n'a pas rapport avec la crise climatique, mais qui est peut-être plus intime, mais qui est de l'ordre du cœur puis de l'ouverture du cœur, ben quelqu'un qui va entendre ça ça va l'aider aussi par rapport à son rapport à la nature. Alors, c'est là que j'aimerais me situer. Il y a une citation de Laurie Anderson qui disait quelque chose comme en français, là, ça disait « À choisir entre quelque chose qui m'apparaîtrait politiquement, disons, correct et quelque chose de très beau et étrange, je choisirais le second. » Puis je suis de ce côté-là, moi aussi. Je trouve que on ne sait pas ces lieux d'échec-là à l'intérieur de nous, on les réprime, puis on ne sait pas finalement pourquoi on est super écologique, mettons, puis à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, on est troublé, on est déprimé, ou je sais pas trop, puis on fait « Ah, tant pis », puis on débarque chez McDonald's, tu sais. Ça, là, ce truc-là, tu sais. Puis, fait que cette pulsion-là, ces façons-là de dire « Ah, tant pis », puis, tu sais. Alors, c'est cette connaissance de soi que ça demande pour pouvoir arriver à se poser autrement, comme dans notre rapport à la nature. Je crois que l'art peut travailler là-dessus, mais en sous-marin, comme pas en abordant pas la question écologique, mais tu sais, je vais donner un exemple, juste l'art autochtone, qui parle pas de la crise climatique, mais quand on est devant l'art autochtone, on sait quelque chose sur la nature qu'on pourrait pas nécessairement nommer, qui est pas forcément de l'ordre du discours, mais qui est de l'ordre de quelque chose qui nous touche à l'intérieur de nous et qui touche à notre intelligence avec leur travail qui est souvent très symbolique, très magique, etc. Puis ça change quelque chose. Mais là, après, dire qu'est-ce que ça dit, je peux pas le dire, tu vois. Mais donc, pour moi, le rôle de l'art, il est là-dedans, à ce niveau-là. Ben, en manque de mots, je vais jouer un extrait de ma conversation avec France Trépanier, qui est une artiste autochtone qui habite en Colombie-Britannique, qui a justement parlé de ces choses-là. Je pense que ce cycle-là du colonialisme et de ce que ça a apporté, je pense qu'on est en train d'arriver à la fin de ce cycle-là aussi. Et avec le recul, on va s'apercevoir, je pense, que ça a été un tout petit instant dans un espace beaucoup plus vaste. Et on est en train de retourner à des connaissances très profondes de qu'est-ce que ça veut dire de vivre ici, sur cette planète, ce que ça implique comme possibilité, mais comme responsabilité aussi, et de maintenir les relations harmonieuses. Moi, je dis la solution à la crise climatique, c'est cardiaque. Ça va passer par le cœur. C'est de retomber en amour avec la planète. Tu sais, c'est ça le travail. Moi, je sens qu'il y a une panique, il y a une sorte de panique, il faut avoir plus d'artistes dans le mouvement écologique, et pourquoi pas des artistes citoyens. Tu sais, Dominique Champagne, quand il a créé le pacte, il l'a fait en tant que citoyen. Il s'adonne être un comédien, mais il a travaillé avec ses collègues artistes scientifiques. Donc ça, c'est un mouvement social. Il y en a d'autres, par contre, qui font de l'art qui a beaucoup d'impact sur des problématiques sociales. Si on pense à Atsa, j'ai parlé à Annie Roy récemment, là, il y en a qui font ce type de travail-là. Mais ce que moi, je trouve qui est important, c'est que les artistes soient conscients, le balado s'appelle conscients des enjeux, conscients de leur propre place dans la dynamique contemporaine. La plupart des artistes le sont, mais il y en a qui sont un peu moins informés, un peu moins liés à d'autres secteurs. C'est d'offrir des opportunités à ceux qui veulent travailler sur ces problématiques-là à leur façon, d'avoir les bons outils, les bons collaborateurs, etc. C'est sûr que c'est un travail à long terme, parce que l'art peut se faire très vite, mais l'impact se fait à long terme. Mais on est dans une crise. Donc, c'est ça la difficulté que moi j'ai. On dit toujours qu'il reste 10 ans, mais je pense véritablement, pour un ensemble de raisons, basées sur des preuves scientifiques, il ne reste pas beaucoup de temps pour les générations futures. Donc, il faut mobiliser tout le monde.
y inclut les artistes et comment le faire d'une façon où on instrumentalise pas l'art, parce que ça sert pas à grand-chose, instrumentaliser l'art. C'est un impact très court terme. Mais comment accélérer, augmenter, accroître l'impact des arts, des artistes dans le cadre de la crise? C'est ça la question que je me pose. Ben, ton sentiment d'urgence, que je partage par ailleurs, d'après moi, le rôle de l'art, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus à long terme. C'est comme si je te répondais, ben il faut qu'on médite, tu sais, puis tu serais d'accord probablement, mais tout le monde va se mettre à méditer, tu sais, mais ça va prendre beaucoup de temps pour arriver à ce niveau de changement-là. Puis je crois que c'est la fonction de l'art, c'est dans un long terme que ça transforme les cultures, etc. Puis au niveau de l'urgence, c'est dangereux, cette urgence-là. Je la nie pas du tout, mais c'est dangereux parce que ça risque de nous faire agir vite et apporter des espèces de correctifs ou de changements qui tiendront pas la route. C'est plus ça va mal dans le monde, plus on a parlé de crise climatique, plus les gens se sont mis à avoir peur, plus les gens se sont mis à craindre, plus ils sont devenus xénophobes, puis plus ils ont élu des gouvernements de droite. T'sais. Fait que la précipitation, pour moi, elle est dangereuse. Elle risque trop de provoquer un backlash. Puis, je suis très impressionnée par les technologies. Je sais que les technologies existent. Je sais qu'ils sont capables de réparer des écosystèmes au complet, de dépolluer tous des bassins hydrographiques. C'est extraordinaire, finalement, ce qu'on est capable de faire. Puis, c'est dans l'humain que ça accroche. Quelle sorte d'art qu'on a besoin en ce moment? C'est peut-être un art réflectif, Daniel. C'est peut-être justement ça qu'on a besoin de faire, de ralentir, d'écouter et d'arrêter de produire des œuvres à gauche, à droite, 8 productions par année, puis de mettre tout ça aux poubelles après. Tu sais. Il faut réfléchir, puis peut-être changer nos façons de faire, nos façons d'enseigner, nos façons de consommer. Inévitablement, dans le post-COVID, dans le monde dans lequel on vit, il y a des changements importants qui sont nécessaires. Mais je suis comme vraiment d'accord avec toi, mais je me questionne sur le nous. Tu sais. C'est qui, là? Tu sais, quand je regarde mes voisins, c'est pas eux. Tu sais. Alors, c'est nous, toi, moi, quelques personnes ici et là, des étudiants à l'université, mais tu sais, c'est des... Ça changera pas, là. Tu sais, les gens qui travaillent dans les puits de pétrole, Ben, on achève dans notre conversation. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Daniel, que tu aimerais partager avec nos auditeurs avant de se quitter? Il y a peut-être quelque chose que j'ai envie de dire juste comme ça. C'est comme presque une devise pour moi ou quelque chose. C'est une phrase de Pauli et Jung, là, quand ils travaillaient sur la synchronicité. Ils disent « Tout ce qui arrive au point A arrive partout ». Ça, c'est un principe en physique quantique. Et moi, je crois que quand on fait quelque chose, je crois, moi, que quand je fais quelque chose toute seule dans mon atelier, avec mes écouteurs sur la tête, puis qu'il n'y a personne d'autre qui est là, ça a un effet collectif. Ce que moi, je pense, ce que toi, tu penses, quand tu es assis sur ton coussin, ben, tu n'es pas supposé de penser, mais quand tu es assis sur ton coussin de méditation, ce que tu fais avec ton esprit à ce moment-là, ça a un impact partout. Et c'est pas nécessaire de réunir des grandes foules, tu sais, puis de faire des actions d'éclat pour qu'il y arrive quelque chose. Juste un petit peu, juste une petite chose, ça a toujours de l'impact. Alors, pour moi, c'est là que c'est là qu'il y a un lieu d'espoir, tu sais, puis un lieu de confiance. On va se quitter là-dessus parce que j'aime bien terminer sur une note positive. Je suis d'accord avec toi. Quand on fait de la méditation bouddhiste, c'est la même
même pratique depuis 2600 années de croire à la paix et à l'ouverture d'esprit. En fait, c'est pas très compliqué. Il y a des religions qui sont devenues politisées, mais il y a d'autres pratiques spirituelles qui sont là depuis tellement longtemps et qui sont encore valides aujourd'hui. Simplement, et ces énergies-là, ou comme tu dis, ces impacts-là, sont importants. Parce on partage, il y a tellement de choses, je disais au début de la conversation, il y a tellement différentes réalités qu'on vit. Il y en a qui sont conscientes, il y en a qui sont inconscientes. Ce qui est fascinant avec l'art, c'est que des fois, ça nous aide à aller vers l'inconscient, juste à le toucher un peu plus. Ah oui. Et puis ne serait-ce que ça, c'est extrêmement important parce que là, on voit le monde différemment, notre comportement est différent. Alors, cette évolution-là, on n'a pas besoin de l'appeler au futur. Elle existe depuis longtemps. On a juste à appeler sa continuation parce que ça a toujours été le rôle de l'art. Puis ça l'est encore. Tant mieux. Oui, tant mieux. Merci, Danielle. Merci, c'est un grand honneur.